As we discussed earlier, President Trump won another significant legal victory yesterday with the Supreme Court signing off on his mass firings at the Department of Education. How court decisions on actions taken by this second Trump administration are impacting its power and the power of the presidency as a whole is the compelling subject explored in a new documentary premiering tonight on PBS. À ce stade des événements, ce qui semblait impossible pendant des années s'est révélé sans avertissement devant une nation perplexe. La plus haute instance judiciaire des États-Unis a tracé une ligne définitive dans le domaine que Donald Trump a le plus cherché à dominer depuis son entrée en politique, la concentration absolue du pouvoir. Et le plus frappant, c'est que cette rupture n'est pas venue de l'opposition traditionnelle, ni des mouvements de résistance. Elle est venue du cœur même de l'institution que Trump a contribué à mettre en place, avec le soutien direct de 3 magistrats qu'il a lui-même nommés. La Cour suprême ne s'est pas contentée de corriger un détail technique. Elle a frappé de plein fouet l'épine dorsale d'un modèle de gouvernement qui se dessinait dans l'ombre, un modèle présidentiel autoritaire, presque impérial. Le pays a assisté à l'abrogation massive de plus de 30 décrets présidentiels. Des mesures qui soutenaient une administration fondée sur l'unilatéralisme, sur des décisions sans négociation ni transparence, sur des actes qui ignoraient les limites constitutionnelles. Mais ce qui a le plus ébranlé le système, ce n'est pas le nombre de mesures suspendues, c'est le message explicite. La force d'un jugement rendu à 7 voix contre 2, l'un des plus symboliques de ces dernières décennies. Ce que l'on a vu, c'est une coupure nette, juridique et politique, affirmant que le pouvoir du chef de l'exécutif n'est pas illimité et que Trump a franchi plusieurs barrières institutionnelles. Cela va au-delà d'un affrontement entre groupes idéologiques. Il s'agit d'une restauration de l'ordre républicain à une échelle sans précédent. C'est le type de mouvement qui non seulement interrompt un plan de gouvernement, mais le dévoile. Il révèle ses intentions, ses méthodes et ses dérives. La répercussion a été immédiate et dévastatrice. Elle ne s'est pas limitée au sommet du gouvernement. Elle s'est propagée à toutes les sphères de l'appareil public à Washington, où des secteurs entiers ont été suspendus, sans savoir si leurs directives sont toujours valables, si leurs actes sont toujours autorisés, ou si tout sera revu. Car ce qui avait été érigé sur la base d'un pouvoir exécutif absolu a été détruit par un seul avis judiciaire. Nous sommes face à un séisme dans le pacte constitutionnel. Le langage utilisé par les ministres ne laisse place à aucune ambiguïté. Aucun dirigeant n'est au-dessus de la Constitution, a écrit Amy Coney Barrett, nommée par Trump, dans son opinion concurrente. Aucun occupant de la présidence ne peut dissoudre le Congrès par un simple décret. Le président de la Cour, John Roberts, a été encore plus incisif, en affirmant qu'un pouvoir sans contrôle ronge l'essence même de la République. Et cela révèle quelque chose d'encore plus inquiétant. Des personnalités reconnues pour leur conservatisme, dont la carrière juridique s'inscrit dans la lignée de l'originalisme, affirment clairement que les actes de Trump ne sont pas seulement des erreurs, mais constituent, par essence, des dangers existentiels pour la démocratie américaine. Et cette rupture change tout. Elle change le ton du discours public, modifie le cours de l'élection, transforme le regard de la presse et surtout bouleverse la perception d'une société déjà épuisée émotionnellement. Car désormais, sans détour, le projet de personnaliser le pouvoir présidentiel comme un instrument de domination a été révélé dans toute son ampleur, avec des preuves, des décisions officielles et des précédents juridiques solides. Et si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, j'aimerais vous lancer une invitation. Laissez un commentaire ici. Pensez-vous aussi que les décisions les plus importantes sont prises en haut lieu, tandis que la population est maintenue à l'écart, que la Constitution n'est rappelée que lorsqu'elle favorise les détenteurs du pouvoir? Si cela vous représente, écrivez ci-dessous « Je suis fatigué d'être ignoré », car cet espace est destiné à ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans les tribunes officielles, mais qui savent par expérience ce que c'est que d'être mis de côté. Votre parole compte, votre présence renforce ce mouvement.
pour en revenir au scénario politique, des sources de la Maison-Blanche elle-même ont qualifié cet événement de embuscade constitutionnelle. Ils n'avaient pas imaginé une telle issue. Ils étaient convaincus qu'ils pourraient continuer à avancer sur le système juridique en s'appuyant sur des interprétations douteuses, des décrets unilatéraux et des manœuvres institutionnelles. Ils pensaient que la Cour suprême, même avec des membres divers, hésiterait à s'opposer directement au pouvoir présidentiel. Mais ils se sont trompés. La Cour ne s'est pas seulement opposée, elle a dépassé les limites. Et maintenant, ce que Trump a mis des années à consolider commence à s'effriter, couche après couche. La portée du jugement va bien au-delà de la question de la garde nationale. Bien que celle-ci ait été le déclencheur, l'effet de l'avis touche des décisions stratégiques, telles que les nominations directes de dirigeants dans des agences indépendantes, le contrôle des fonds sans l'accord du Congrès et les licenciements massifs de fonctionnaires sans base légale. Tout cela a été jugé inconstitutionnel. En résumé, Trump ne souhaitait pas seulement gouverner avec une autorité totale. Il était déjà en train de mettre en place un modèle d'administration déconnecté des fondements constitutionnels. Et ce projet a désormais été démantelé. L'un des aspects les plus symboliques de ce revirement a été le vote contraire des 3 ministres qu'il avait lui-même nommés, Barrett, Kavanaugh et Gorsuch. 3 personnalités qui, en théorie, auraient dû constituer sa ligne de défense, mais qui, face aux faits, ont choisi de protéger la République. Cela serait déjà remarquable en soi. Mais ce qui est en cours est plus important encore. C'est une déclaration de l'institution, une position claire de la part du pouvoir judiciaire, selon laquelle le poste de président des États-Unis ne confère pas l'immunité face aux lois, que remporter une élection n'équivaut pas à conquérir la souveraineté absolue. Et cette affirmation survient dans un contexte de grande vulnérabilité politique pour Trump. Il faisait déjà face à de graves accusations, à de longues enquêtes, à la méfiance internationale. À cela s'ajoute désormais l'isolement juridique. Ses adversaires gagnent du terrain, ses partisans vacillent, et le système institutionnel qu'il a tenté de dominer complètement montre des signes de réaction coordonnée. Ce qui va se passer ensuite est encore imprévisible, mais une certitude s'impose. Le projet de concentration du pouvoir a reçu sa première condamnation à mort. Et celle-ci est venue de l'endroit le plus improbable. Si vous souhaitez suivre cette histoire en profondeur, sans phare et sans censure, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ici, nous ne disons pas ce que vous attendez d'entendre, nous disons ce qui doit être dit, avec du contexte, du courage et de la vérité. Cliquez sur « S'abonner ». Ensemble, gardons les yeux grands ouverts pour que le pouvoir ne marche plus jamais dans l'obscurité. Ce qui se prépare dans les coulisses de l'administration américaine n'est pas seulement un nouvel épisode tumultueux, c'est la rupture définitive d'un cycle. En renversant les fondements qui soutenaient la structure du pouvoir créée par Donald Trump, la Cour suprême a déclenché une série d'événements qui vont bien au-delà du domaine juridique. Il s'agit d'une vague d'effondrement fonctionnel qui traverse les rouages du gouvernement, touchant aussi bien le cœur de la Maison-Blanche que les départements opérationnels des agences fédérales. Les répercussions de cette décision sont profondes, presque organiques. Les organismes qui fonctionnaient sur la base de directives directes de l'exécutif ont dû tout interrompre. Une interruption brutale, forcée, non pas de leur propre gré, mais parce que la légitimité juridique qui les autorisait a été retirée. Le système, qui était jusqu'alors régi par des ordres unilatéraux, se trouve désormais confronté à la nécessité urgente de reconstruire ses actions dans le respect des paramètres de la Constitution, ceux-là même que Trump a délibérément évité de suivre. Ce choc, à lui seul, suffirait à déstabiliser n'importe quelle présidence. Mais dans le cas de Trump, il est encore plus destructeur. Son style de gouvernance a toujours été basé sur la centralisation absolue. Il n'a jamais été habitué au dialogue, à la coopération, à la construction collective. Sa méthode était la confrontation, l'imposition. Et lorsque cette méthode est désactivée à la base, il ne reste qu'un vide dangereux,
certains fonctionnaires ne savent plus quelles règles respecter. Qu'est-ce qui est encore valable? Qu'est-ce qui a été abrogé? Qu'est-ce qui doit être supprimé de toute urgence? Qu'est-ce qui peut encore être maintenu? Le climat est à la confusion générale. Un sentiment de paralysie institutionnelle s'est emparé du pays. Et nous ne parlons pas ici d'une dispute entre partis. Nous sommes confrontés à un profond déséquilibre qui menace la capacité opérationnelle de l'État dans ses fonctions essentielles. La crise qui se profile est une crise d'autorité, une crise de structure, une crise de référence. Un gouvernement qui avait pris l'habitude de dicter les règles doit désormais suivre les règles. Et cette transition, effectuée dans le chaos, révèle à quel point la gouvernance reposait sur des artifices fragiles, comme si tout un édifice avait été construit sur l'ego d'un seul homme. Et maintenant, sur la base d'une seule décision judiciaire, cet édifice commence à s'effondrer. Le plus grave, c'est que cette construction du pouvoir concentré s'est faite de manière systématique, souvent à l'abri de l'opinion publique. Chaque document signé sans l'accord du Congrès, chaque norme imposée sans débat, chaque mouvement ignorant les rites légaux, tout cela a alimenté une réalité parallèle dans laquelle le président agissait comme un souverain absolu. Et la Cour a décidé de mettre fin à ce cycle de manière claire, avec 7 voix, sans laisser place au doute. La rhétorique du pouvoir total, si présente dans les discours et les décrets de Trump, a été confrontée à un argument institutionnel. Dans une démocratie où les pouvoirs sont équilibrés, l'autorité totale n'existe tout simplement pas. Ce qui existe, c'est la loi, c'est la Constitution, c'est le contrôle. Et maintenant, cela est devenu jurisprudence, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Pour tout dirigeant qui envisagerait de suivre la même voie de l'hyperconcentration, le précédent est établi et il est intransigeant. Un diviseur incontestable, un événement qui sera étudié comme référence dans les années à venir. Un chapitre qui reconfigure de manière permanente la relation entre les pouvoirs de la République. D'un point de vue politique, l'impact se propage comme une explosion sismique. L'opposition voit dans ce jugement la confirmation de tout ce qu'elle avait alerté depuis le début, que Trump n'était pas seulement un président autoritaire, mais quelqu'un prêt à réécrire les règles du jeu pour consolider un régime personnalisé, que derrière le discours d'ordre et de progrès se cachait un programme de centralisation et de rupture. Et maintenant, cette critique se transforme en argument juridique, en décision officielle, en fait concret. Des juges qui, jusqu'à récemment, étaient considérés comme des alliés inconditionnels de l'ancien président, affirment désormais par écrit qu'il a dépassé toutes les limites. Cela ébranle même les noyaux les plus fidèles de sa base. Les partisans les plus rationnels, qui cherchaient encore une certaine cohérence, commencent à réfléchir. Si même les magistrats qu'il a lui-même choisis signalent des irrégularités, est-il encore possible de justifier son soutien? Ce doute a un effet corrosif. Il démobilise les campagnes, il affaiblit les discours, il vide les rassemblements. Le mythe du leadership incontesté a perdu de sa force. L'homme qui commandait sans demander la permission est désormais obligé de reculer, d'expliquer, de se soumettre. Et rien de tout cela ne correspond à sa façon de fonctionner. L'histoire de Trump a toujours été marquée par la désobéissance institutionnelle. Il a prospéré dans le chaos, le choc, la confrontation avec les limites. Aujourd'hui, contraint de les respecter, il voit ses outils d'imposition lui être retirés, un par un. Mais il y a quelque chose de plus profond en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un revers juridique. Nous assistons à une lutte pour l'âme de la démocratie américaine. Car si ce modèle de pouvoir absolu avait été confirmé, si les actes de Trump étaient devenus la norme, cela aurait conduit à une transformation du régime. Un système blindé contre la contradiction, hostile à la diversité institutionnelle et dirigé par la volonté d'un seul homme. C'est pourquoi la décision de la Cour suprême est plus qu'une défaite pour Trump. C'est une défense de l'ordre constitutionnel. Une réaffirmation du principe selon lequel aucun dirigeant n'est au-dessus de la loi,
que l'exercice du pouvoir exige des responsabilités, que la fonction publique doit obéir aux normes démocratiques. Cette victoire est toutefois silencieuse. Elle ne sera pas accompagnée d'applaudissements de la foule, elle ne sera pas célébrée avec des drapeaux ou des slogans. C'est une victoire de la légalité, et c'est précisément pour cette raison qu'elle doit être reconnue par ceux qui accordent encore de l'importance à la Constitution. Si vous comprenez l'importance de cette décision, partagez cette vidéo, écrivez dans les commentaires, participez. Car lorsque la démocratie est préservée en coulisses, elle doit trouver un écho dans les rues. Aucun système n'est parfait, mais lorsqu'il réagit au bon moment, il mérite le respect. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour mettre en lumière ce que l'on tente de cacher, pour montrer que résister en vaut la peine, lorsqu'on résiste avec vérité et conscience. Ce qui se joue actuellement dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis va bien au-delà de la survie d'un mandat. Il s'agit de la définition même de ce qui sera toléré ou non comme modèle de pouvoir dans la plus grande démocratie occidentale. Lorsque la Cour suprême, composée majoritairement de juges conservateurs, décide d'imposer un frein institutionnel sévère aux actes d'un président qui a directement participé à sa composition, l'enjeu dépasse largement un simple ajustement de cap. Il s'agit d'une rupture définitive avec l'illusion que la présidence peut devenir un trône. La suspension de plus de 30 décrets présidentiels émis par Donald Trump n'est pas seulement une action juridique. C'est un événement historique qui résonne dans tous les secteurs de l'État et oblige le pays à regarder sans détour le fossé qui s'est creusé entre l'autorité et la légalité. Pendant des années, Trump a bafoué les organes autonomes, contourné le Parlement, annulé les systèmes de contrôle et construit une rhétorique selon laquelle lui seul pouvait interpréter la volonté du peuple. Cette rhétorique a trouvé un écho auprès de millions de citoyens lassés d'un système inégalitaire. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est devenue si dangereuse. Car lorsqu'un dirigeant s'autoproclame seul interprète de la volonté populaire, tout l'équilibre institutionnel est déstabilisé. Les décrets présidentiels qui ont été annulés reposaient sur une idée simple et destructrice, celle que le président pouvait agir comme il le souhaitait, quand il le souhaitait, sans rendre de compte. Cette thèse a désormais été rejetée avec force, non pas par décision partisane, mais parce que la Constitution a toujours le dernier mot. Le verdict des 7 ministres montre que même au sein d'une Cour suprême majoritairement conservatrice, il existe des limites qui ne peuvent être franchies. Et Trump les a franchies à plusieurs reprises. La Cour n'a pas seulement jugé des mesures ponctuelles, elle a jugé une façon de gouverner. Une tentative de modeler la plus haute fonction de la nation à l'image d'un seul homme. Et elle a répondu fermement « Cela ne sera pas admis dans un état de droit ». Cette réponse pourrait annoncer la fin d'une époque, pas seulement celle du gouvernement Trump, mais tout un cycle où la concentration du pouvoir au nom de l'efficacité ou de l'urgence était devenue la norme. Le fantasme selon lequel tout était légal s'est effondré, et avec lui, le discours selon lequel le président agissait uniquement pour protéger les intérêts de la nation. À la lumière de cette décision, il est désormais évident que derrière cette position ferme se cachait un plan délibéré, visant à vider les freins institutionnels de leur substance, à centraliser le pouvoir et à transformer l'administration publique en un prolongement de sa volonté. La réponse du pouvoir judiciaire a été cinglante, mais les répercussions de cette décision continuent de se propager. C'est pourquoi il est si urgent d'y prêter attention. Le Congrès articule déjà de nouveaux fronts d'enquête. Les parlementaires de l'opposition exigent des réponses sur l'abus de pouvoir, veulent comprendre combien d'ordres ont été mis en œuvre sans fondement juridique, quelles agences ont été instrumentalisées et jusqu'où est allé le silence complice du cabinet présidentiel. Dans le même temps, la dissidence grandit au sein même du Parti républicain. Ceux qui sont restés silencieux par peur ou par calcul politique se rendent désormais compte que le mur de l'autorité s'est effondré. Et avec lui, la logique de la peur s'effondre également. Au sein de l'administration fédérale,
Le climat est extrêmement tendu. Les hauts responsables sont désorientés. Personne ne sait exactement quelles directives sont encore en vigueur, ce qui doit être immédiatement abrogé, ou quels programmes fédéraux peuvent continuer à fonctionner. La confusion règne au cœur du gouvernement. Et pour la première fois, même une déclaration présidentielle ne suffirait pas à rétablir l'ordre, car le commandement dépend désormais à nouveau de la loi. Et cette règle n'a jamais fait partie du répertoire de Trump. Sa carrière politique s'est toujours appuyée sur le non-respect des protocoles, le mépris des conventions, l'imposition par la force. Mais la gouvernance exige un autre type de compétence, savoir écouter, et construire un consensus, dialoguer. Et ce genre de geste n'a jamais fait partie du vocabulaire de Trump. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas seulement un vide de pouvoir, c'est l'effondrement d'un scénario soigneusement élaboré. Pour la première fois, le récit que Trump s'était construit a été démantelé par ceux qui, en théorie, faisaient partie de son bouclier institutionnel. La Cour suprême n'a pas seulement rejeté ces actes, elle les a rejetés avec la voix ferme des ministres qu'il avait lui-même nommés. Cela démolit le mythe selon lequel nommer des juges garantit leur loyauté. Cela montre que la loyauté institutionnelle, lorsqu'elle est réelle, a des limites. Et ces limites sont inscrites dans la Constitution. Il faut rappeler que cette décision ne concerne pas seulement les décrets. Elle touche à la logique même d'un gouvernement fondé sur l'exception permanente. Elle enterre définitivement l'idée que le président peut invoquer l'urgence pour enfreindre les règles, ignorer le Congrès et bafouer la justice. Cela affaiblit le centre névralgique de tout projet autoritaire, car les régimes fondés sur la peur vivent de l'idée que le dirigeant est intouchable, qu'il est au-dessus de tout soupçon, qu'il agit toujours au nom d'un bien supérieur. Lorsque la Cour suprême affirme que même ce bien supérieur ne peut prévaloir sur les lois, le château rhétorique commence à s'effondrer. Ce qui va se passer ensuite n'est pas encore clair, mais une chose est sûre, Trump est sorti affaibli. Son autonomie institutionnelle a été considérablement réduite. Son discours de toute puissance a perdu de son élan. Et son discours de victime ne touche plus autant, surtout maintenant que ses propres alliés commencent à s'éloigner. C'est dans ce genre de moment que les destins politiques sont redéfinis. La décision de la Cour suprême ne sera pas seulement considérée comme un avis technique, elle restera dans les annales comme le moment où la structure démocratique a érigé un mur contre l'avancée autoritaire. Et ce mur a peut-être changé le cours de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez qu'un profond changement est en marche. Et plus encore, c'est parce que vous refusez de laisser cette vérité se perdre dans le bruit superficiel des médias. C'est pourquoi je vous invite à rester avec nous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous ne nous contentons pas des gros titres. Nous enquêtons, nous contextualisons, nous dénonçons. Car savoir ce qui s'est passé est le minimum. L'essentiel est de comprendre ce que cela signifie et ce qui peut arriver ensuite. Votre présence ici est une forme de résistance active. Et plus encore, c'est un signe que vous vous souciez de ce qui est fait à votre pays. Ici, vous trouverez un espace de clarté à une époque de manipulation. Et votre voix, vos commentaires, vos partages, tout cela compte. Car lorsque la vérité trouve quelqu'un pour la relayer, elle prend corps. Et lorsque ce corps grandit, il devient un mouvement. La Cour suprême a déjà fait sa part. À présent, c'est à nous de veiller à ce que cette histoire ne soit pas enterrée dans le silence.